Bonjour. Bonsoir. Merci aux grands courageux qui restent encore à 17h30. On vient de Paris, du coup, nous, on reprend le TGV ce soir. Donc, on va arriver tard, mais voilà. Initialement, on avait une intro. Et ce matin, dans la session d'ouverture, je pense que vous l'avez vu, il y a quelqu'un qui a dit « Le Bitcoin ou la blockchain, c'est horrible, n'en achetez pas. Et les NFT, c'est bien. » Donc nous, on s'est dit, bon, à un moment, il va falloir qu'on rebondisse dessus. Donc je vole la première question qu'on fera pour le Q&A, parce que Voilà. c'est difficile d'annoncer une vérité générale en disant genre, les NFT, c'est trop bien, ou la blockchain, c'est de la merde. Donc voilà, sachez qu'on y reviendra. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler du Web3. On va se présenter rapidement. Donc, je m'appelle Thomas, je suis EM pour Engineering Manager. Je suis aspirant grimpeur, c'est-à-dire qu'en gros, c'est moi le newbie en Web3. Et à côté, mon compagnon émérite, Julien, qui est tech lead. On travaille tous les deux dans la même boîte, qui s'appelle Matters, qui est un accélérateur de projets, un accélérateur de start-up. On est basé sur Paris. C'est pas tout à fait une agence web, dans le sens où l'idée c'est d'accompagner des clients sur le long terme. Et voilà, ce sera à peu près la seule chose que vous saurez par rapport à Matters ce soir. L'idée là, c'est qu'on commence peut-être d'abord par faire un peu de définition. Je sais, c'est le truc classique, on va parler des définitions, mais c'est juste d'avoir un petit peu de terminologie. Et là, je vais me tourner vers toi directement, Julien. Et je vais dire, ok, j'entends parler du Web 1, du Web 2, mais du coup, le Web 3, c'est quoi? Eh ben, le Web 3, Thomas, c'est ce qui arrive après le Web 1 et le Web 2, tout simplement. Le Web 1, c'est le web qu'on a tous découvert à une époque où on ne pouvait pas téléphoner en même temps. C'était les pages où on pouvait simplement accéder à l'information, on pouvait lire. C'est ce qu'on pourrait appeler le web read-only. Le Web 2, qui est arrivé juste après, c'est le web qu'on connaît aujourd'hui. C'est le web social, le web connecté, le web où on peut lire et écrire, on peut partager. C'est le web qui a vu l'avènement des grands qu'on connaît aujourd'hui, les Facebook, Twitter, Amazon, etc. Et c'est ceux qui, aujourd'hui, possèdent le web, dans le sens où, quand vous écrivez quelque chose sur Twitter, ce tweet n'est plus à vous, ce tweet est à Twitter, et maintenant à Elon. Quand vous écrivez un post Facebook, c'est un post que vous donnez à Marc. Et du coup, le Web 3 qui est arrivé il y a maintenant une dizaine d'années quand même, c'était l'idée de se dire, j'écris des choses, je veux que jusqu'à la fin de mes jours, ce que je viens d'écrire, c'est à moi. Et tout le monde peut savoir que c'est à moi. Ok, très bien. Donc du coup, si je récapitule, le Web 1, en fait, en gros, c'est, enfin, normalement, il y a peut-être des vieux dans la salle, mais c'est Tim Berners-Lee, donc c'est 88, en gros, c'est des sites statiques. Le Web 2, c'est l'âge d'or du réseau social. Et j'ai juste envie de revenir, en fait, sur deux slides. Du coup, là, en fait, on a le truc classique du web, en fait, la toile, qu'on a certainement vu dans tous les cours de web, en fait, tous les cours de marketing. Et là, en fait, on voit un nœud. Et du coup, qu'est-ce qui fait, en fait, qu'aujourd'hui, quand on parle de Web 3, on parle plus de toile, mais on parle de nœud. Et ben en fait, ce qui fait qu'on parle de nœuds aujourd'hui, quand on parle de Web 3, c'est parce que la blockchain, donc ce qu'on appelle la blockchain aujourd'hui, ça utilise ce qu'on appelle des nœuds. Ces nœuds, ça va être des points de connexion de votre ordinateur. Un nœud, globalement aujourd'hui, c'est n'importe quel système informatique qui peut héberger, du coup, un traitement Web 3. Voilà. Et en fait, c'est le lien direct avec la blockchain, c'est que une blockchain, ça a besoin de nœuds pour fonctionner. Une blockchain, c'est pas un truc mystique où on dit waouh, c'est la blockchain, incroyable. Non, ça a besoin de nœuds, d'entités réseau sur lesquels vous allez pouvoir vous connecter et que ces nœuds vont ensuite dialoguer entre eux. Quand il y a une transaction qui arrive sur un nœud, le nœud va ensuite parler avec les autres nœuds pour lui dire et salut, j'ai eu cette transaction, est-ce que tu peux l'inscrire dans ton carnet à toi aussi? Quand on parle d'une blockchain, souvent c'est très flou. Si on veut le résumer très simplement, c'est un data storage qui prend la forme d'un carnet de transactions, comme celui qu'on voit ici. Je vais réveiller. Bonjour. J'ai arrêté de parler. Non, si vous m'entendez encore. Magnifique. Donc c'est un carnet de transactions où du coup en fait on va venir écrire des lignes. On va dire ah bah il y a un tel qui a envoyé ça à un autre tel et ainsi de suite. Et du coup, en fait, quand tu dis ça, carnet de transactions, du coup, il y a pas mal d'infra ici, mais du coup, ça vous parle forcément. Ça ressemble à des logs. Enfin, en gros, moi, en fait, quand je vois carnet de transactions, ma tête d'informaticien dit ok, c'est des logs. Et du coup, c'est quoi la différence? Enfin, qu'est-ce qui fait que du coup, c'est des logs, mais c'est
pas vraiment des logs? Bah, en fait, la différence avec les logs, du coup, c'est que comme chaque nœud va avoir cette information, pour pouvoir la modifier, pour pouvoir supprimer des lignes, pour pouvoir en fait avoir un comportement malicieux, par exemple, avec cette liste de transactions, pour pouvoir dire en fait ça s'est pas passé, je supprime la ligne, ou ça s'est passé mais je monte le montant, et ben en fait il faudrait réussir à convaincre tous les nœuds qui sont au courant de cette information, de leur dire ça n'est pas arrivé. Et du coup, c'est ça qui fait la différence entre la blockchain et ton carnet de log. Ok, c'est-à-dire que du coup, c'est immutable, c'est figé dans le temps. C'est ça. Et en gros, je peux pas supprimer un log, genre tiens, en fait, je suis quelqu'un d'un peu malicieux, comme tu disais, j'ai dumpé une table de la BDD, je supprime le log, c'est jamais arrivé. Là, c'est pas le cas. Voilà. Ok, j'ai une deuxième question. Ma mamie, elle m'a dit qu'elle avait investi dans le Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé en fait il y a quelques mois. Il a dit investis dans le Bitcoin. Mais du coup, c'est quoi le rapport en fait entre Bitcoin et blockchain? En fait, la réponse à ça, c'est assez simple, c'est que le Bitcoin, par exemple, ça existe uniquement dans une blockchain qui est la blockchain Bitcoin. Alors, le Bitcoin, la monnaie, la Bitcoin, la blockchain, ça a le même nom, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas grave. Et du coup, ta mamie, qui a ses Bitcoins sur son wallet, elle se dit, bah oui, j'ai des Bitcoins, c'est vrai, mais le rapport avec la blockchain, entre le Bitcoin et la blockchain, c'est que le Bitcoin n'existe que sur la blockchain. Ok. Et du coup, le token dans tout ça? Et quand on parle de token, parce que c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de tokens, de crypto-monnaies, c'est quoi un petit peu les différences? C'est qu'en fait, la coin, donc par exemple sur le réseau Bitcoin, la coin c'est le Bitcoin, c'est-à-dire c'est le token primordial de cette blockchain. Tous les autres tokens qui ont été créés sur la blockchain Bitcoin sont dérivés du Bitcoin. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelques tokens qui vont avoir une valeur monétaire, qui vont servir de moyen de paiement, mais ça n'a pas beaucoup de sens généralement parce qu'en fait il y a un truc qui est déjà fait pour ça, à savoir le Bitcoin. Sur le réseau Ethereum par exemple, sur la blockchain Ethereum, il y a plein de monnaies qui existent, mais elles sont toutes dérivées de l'Ether. C'est assez clair pour vous? Magnifique. On continue avec ma mamie. Du coup, j'ai 30 ans. Ma mamie m'a dit tiens, en fait, je vais t'envoyer 8 bitcoins pour fêter tes 30 ans. Petit vénard. Comment est-ce que je fais pour moi le recevoir sur mon compte en banque? En gros, est-ce qu'elle doit Tiens, on a eu tous eu des histoires en mode tiens, genre, je connais un pote, il a miné 10 bitcoins, il voulait s'acheter des pizzas et en fait il les a stockés sur un disque dur externe et il a fait cramer. Enfin, comment est-ce qu'elle peut me dire tiens Thomas, je te donne les 8 bitcoins? Comment ça se passe? Et ben en fait, il va te falloir ce qu'on appelle un porte-monnaie, un wallet, tout simplement. Et en fait, ce porte-monnaie, c'est quelque chose qui va exactement exister sur la blockchain, c'est-à-dire que c'est comme les crypto-monnaies, quand tu as un porte-monnaie, il est lié à une blockchain. Et en fait, il faut voir ça comme un couple, une clé publique et une clé privée. Je pense que vous savez à peu près tous ce que c'est une clé publique ou une clé privée. Et du coup, la clé publique, ça va être l'adresse. C'est quelque chose que vous allez partager aux gens. Donc tu vas pouvoir partager la clé publique de ton wallet à ta mamie. Comme ça, elle pourra te dire ah bah tiens, je vais aller sur mon échangeur préféré. Je vais dire j'ai 8 bitcoins parce que voilà, c'est mon adresse, c'est mon mot de passe. Et je vais pouvoir dire ça, c'est l'adresse de mon petit-fils, c'est ses 30 ans, je peux lui envoyer ses bitcoins. Et du coup... Et la clé privée, du coup, c'est le mot de passe. C'est ce qui vous permet finalement de générer cette clé publique. Vous pouvez du coup, avec ce couple-là, aller sur n'importe quel service de wallet et récupérer votre wallet à partir de votre mot de passe et votre clé publique pour dire cette clé publique, elle est à moi, je peux le prouver, j'ai un mot de passe de 32 mots qui le prouve. Voilà. Et du coup, 2 questions qui arrivent de ça. Si je veux changer mon mot de passe, parce que, admettons, enfin voilà, on dit que c'est bien de changer les mots de passe. C'est pas possible, c'est non. Ok, donc je dois régénérer en fait un nouveau wallet. C'est ça. Admettons que j'ai des bitcoins et que ma grand-mère souhaite aussi m'envoyer de l'Ethereum. Est-ce que je peux les stocker sur le même wallet ou pas? Et bah du coup non. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait un wallet c'est sur une blockchain. Après tu vas avoir certains sites qui vont te permettre d'agréger différents wallets en même temps, mais le principe à la fin c'est quand même que tu as un wallet par blockchain. Ok, très bien, très clair. Bon, du coup, pour la terminologie, je pense que c'est à peu près clair. Je pense que je serai capable de la réexpliquer. Du coup, là, maintenant, l'idée, c'est que j'ai envie de monter un projet. J'ai plus seulement... Enfin, j'ai envie de me lancer. Et du coup, j'ai envie de savoir un peu comment est-ce que je dois me préparer. C'est quoi les étapes un peu par lesquelles je dois passer? C'est quoi le staffing que je dois avoir? C'est quoi le tooling? Enfin, typiquement l'IDE que je vais utiliser, etc. Du coup, comment est-ce que je peux préparer mon voyage? Comment tu préparais ton voyage? En fait, pour préparer l'ascension du Mont Web3, il faut déjà être sûr qu'on a envie de monter le Mont Web3. Parce que c'est pas quelque chose qu'on conseille à tout le monde, tout simplement. C'est aussi, donc, dans le cadre de ton projet, est-ce que ça va servir ton projet
ou au contraire le desservir? Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui va te permettre d'apporter des fonctionnalités? Est-ce que c'est quelque chose qui va te permettre de faire ou quelque chose au contraire qui va te faire perdre tous tes utilisateurs parce qu'ils auront plus confiance en toi? Mais comment est-ce que ça peut le desservir? Et bah, par exemple, il y a plein de personnes qui ont des avis très préfaits sur la blockchain Ok. et qui pourraient du coup avoir un avis négatif directement sur ton projet sans en avoir vu la contenance. Ok, d'accord. Et donc là, ça se rapproche un peu des utilisateurs, c'est ça? C'est ça. Ok. Comment je prépare mes utilisateurs à faire l'ascension avec moi en fait? Et déjà, c'est quoi le rôle il a l'air d'être central, tu vois, dans le Web3. Pourquoi est-ce qu'il est aussi central? Bah, en fait, parce que l'importance dans les projets Web3, le point qui va être mis en exergue dans un projet comme ça, c'est le fait d'utiliser la décentralisation à l'avantage de tes utilisateurs. C'est qu'aujourd'hui, quand vous incluez des utilisateurs dans des projets, vous le faites avant tout pour vous. Parce que vous voulez récupérer de la data que vous allez pouvoir utiliser pour des publicités. Vous allez vouloir récupérer leur comportement pour comprendre comment ça fonctionne sur votre site, etc. Et vous allez avoir des stats. Vous allez pouvoir dire « Waouh, j'ai tant d'utilisateurs, etc. » Il faut considérer que la blockchain va pouvoir t'apporter du pouvoir à ton utilisateur. C'est-à-dire que, imaginons tu as un site internet, tout simple. Tu as envie de te dire tiens, j'ai une idée, j'ai envie de faire telle fonctionnalité, et tu peux faire en sorte que les utilisateurs les plus investis de ta plateforme ils puissent par exemple voter pour ce truc-là grâce à des tokens que tu leur as distribués en fonction de leur investissement. Ok. Et du coup, pour mes utilisateurs, admettons qu'il y a des utilisateurs justement qui aient des préjugés ou d'autres, qui soient plutôt intéressés. Alors comment est-ce que je les intègre en fait un peu dans tout ça? Bah en fait, t'es pas obligé d'intégrer tes utilisateurs dans tout ça. Ça demande plus de temps. Mais il y a énormément de sites aujourd'hui qui proposent ce qu'on appelle un parcours Web 2, c'est-à-dire qu'on se connecte avec son login, son mot de passe, on fait sa petite photo de profil, on décrit sa bio, comme globalement tous les sites qu'on a aujourd'hui. Mais derrière, on crée un wallet pour ces gens-là. Sur la blockchain de notre projet, et on manipule des assets grâce à leurs actions. Sans forcément leur en parler, sans forcément leur montrer. C'est typiquement ce que fait Coinbase. C'est-à-dire que si je vais sur Coinbase et que je crée un compte et que je veux me transférer des éléments, ça fait... c'est une interface Web 2 visible, mais en fait, la fâche cassée de l'iceberg, c'est du Web 3. Ouais, par exemple, tu peux citer Sorare en exemple, qui est sponsor de ce stade, je crois. Et Sorare, c'est du coup les cartes Panini à collectionner. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Non, on n'a pas. Globalement, c'est des cartes Panini à collectionner sous la forme de NFT, du coup. Donc, c'est identifié sur la blockchain. Quand un utilisateur a une carte, elle est sur la blockchain à lui. Et du coup, c'est un cas d'application des NFT sur la blockchain. Et Sorare, il propose une connexion en login mot de passe. Et du coup, vous n'avez jamais le moment où vous rentrez votre wallet, etc. Mais il vous dit, j'ai créé un wallet. Et on peut exporter ce wallet et le récupérer directement pour le gérer nous-mêmes sans forcément passer par Sorare. Ok. Voilà. Donc là, pour les utilisateurs, c'est à peu près bon, tu vois. Et quand j'ai introduit la section, je te parlais aussi de mon staffing. Et du coup, toute la partie équipe. Comment est-ce que je monte moi, je suis engineering manager. Par exemple, je gère du staffing. Comment est-ce que je fais pour former mes équipes? Comment est-ce que qui je prends la route? Et ben en fait, il y a une réalité à prendre en compte qui est aujourd'hui, on ne parle pas à une communauté Web3 par exemple comme on parle à une communauté Web2. Donc c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de se rendre compte que la communication ne se fait pas de la même manière, le community management ne se fait pas de la même manière, le produit ne se fait pas de la même manière. Faut savoir quelque chose, c'est qu'il n'y a pas un seul produit Web3 aujourd'hui qui sort sans le dark mode. C'est la fonctionnalité la plus importante pour les utilisateurs Web3. Le dark mode. Il y en a d'autres, ça va être la sécurité, ça va être des trucs comme ça, etc. Non, le dark mode. Il y a une application Web3 qui sort sans le dark mode, elle se fait flinguer. Genre, il n'y a aucun monde où ça part comme ça. Donc, du coup, il faut considérer que l'équipe produit, par exemple, qui va réfléchir aux usages, qui va réfléchir au parcours, ça va se faire d'une manière différente. On ne gère pas un login mot de passe comme on gère une connexion avec un wallet. Il faut se rendre compte que du coup, il y a un enjeu de formation. Ou, deuxième solution, tu as deux possibilités du coup, c'est où tu prends ton équipe actuelle et tu mets l'argent et le temps nécessaire pour les former sur ces sujets-là. Tu peux aussi faire des recrutements spécifiques parce que tu vas continuer à avoir des projets Web 2 dans ta boîte et du coup tu peux pas te permettre de tout investir dans le Web 3. Ce serait une bêtise. Et du coup, tu as l'autre possibilité, c'est qu'il y a énormément de boîtes qui sont lancées et eux qui font que du Web 3. Du coup, tu peux externaliser ces besoins. Ok. Ça aide un peu
peu cocasse, mais du coup d'un point de vue légal. Ça se passe comment? Parce que en gros, si je résume en fait ce que tu as dit depuis le début, tu dis du coup dans le Web 2 tout est centralisé. Donc en gros, quand tu postes en fait sur Medium ou quand tu postes sur Facebook, on a tous en fait des conditions d'utilisation qu'on lit pas, mais auxquelles on adhère, on dit oui. Vu que c'est décentralisé, là ça se passe comment? Eh bien, en fait, il faut être conscient qu'en France, on est un des pays qui est les plus à jour sur les réglementations. Et je mets un à jour entre gros guillemets, parce que on est les plus avancés, ça ne veut pas dire qu'on est si bien que ça. C'est différent aux États-Unis, différent dans les autres pays européens. Okay. Mais pour répondre complètement à ta question, c'est une partie que moi je connais pas, que très peu de développeurs ont à connaître. Et entourez-vous d'un avocat. Voilà, c'est tout ce que je vais dire sur cette partie-là. C'est juste qu'il y a des considérations juridiques qui sont très fortes. Il y a des considérations juridiques qui sont très fortes parce qu'en fait, tu as des enjeux qui sont complètement différents de qui possède, comment on peut remonter à l'utilisateur. Il y a plein de cas, par exemple, où dans le cas d'investissement, on peut investir avec la blockchain et avec les crypto-monnaies. Mais en fait, quand vous investissez dans une boîte, il y a des réglementations très strictes de savoir qui a investi dans une boîte. Donc du coup, vous allez devoir mettre en place des KYC, donc du coup les Know Your Customer, et qui va devoir vous pousser à quand même avoir un lien entre un wallet et une identité. Et faire en sorte de ne pas la connaître, par exemple. Donc c'est des exemples très légaux, du coup. Aussi pour revenir en fait sur ce que tu disais sur la réglementation française, typiquement la CNIL, on a tendance en fait souvent, nous côté un peu tech, à avoir peur. Et bah c'est typiquement en fait ils ont fait des projets en fait en Web3. Ils ont surtout validé un projet bordelais qui essaie de mettre en place un vote décentralisé pour des actions en entreprise, et leur objectif final c'est les élections présidentielles, on leur souhaite. Et du coup la CNIL a décerné le plus haut niveau d'autorité en termes de sécurité à ce projet-là. Donc c'est pas rien, ça veut dire que la CNIL reconnaît quand même l'utilité de la blockchain, aussi terrible soit-elle. Ok. Du coup je suis bien préparé, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai l'équipe, j'ai le produit, j'ai l'envie. Et du coup, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui te manque? Aussi bien qu'on ne part pas monter l'Himalaya en tong, il va falloir monter ton projet avec la blockchain et le token adéquat. Donc on y arrive si c'est nécessaire. Et on va en parler tout de suite. La vraie question que tu vas te poser sur ton projet, c'est est-ce que tu as besoin, toi, d'un token? En fait, il y a plein de projets qui... Enfin, le réflexe qu'on se dirait au début, c'est je vais créer mon token, les gens vont s'arracher mon token, je vais passer sur TF1, mamie va être super contente de m'avoir prêté ses bitcoins. Mais le truc, en fait, c'est que tu peux avoir t'as une multitude de projets Web3 qui n'ont pas de blockchain spécifique, qui n'ont pas de token spécifique. Ça va être beaucoup d'audits, ça va être regarder ce qui se passe sur la blockchain, lire les choses. Quand il y a des galeries d'art en ligne, de NFT, en fait, elles n'ont pas besoin de leur token, elles n'ont pas besoin de rester sur une blockchain spécifique, elles ont juste besoin de lire ces projets-là. Un outil, un moment que tu as cité, tu vas parler d'un scanner, on y reviendra après. Typiquement, un scanner. Un scanner, du coup, par exemple, c'est quelque chose qui va juste lire la blockchain et qui va t'apporter des informations sur les choses que tu vas voir dessus. Ok, donc en fonction de la typologie de mon projet, si j'ai juste envie de faire de la lecture, token, on s'en fout. Ouais. Par contre, si j'ai envie de faire de l'écriture, là, du coup, il faut que je m'adresse à un token. C'est ça. Et du coup, si tu veux t'adresser à un token, en fait, il faut se rendre compte que le token, on entend beaucoup parler des tokens et des crypto-monnaies. On entend beaucoup les crypto-monnaies, en fait. On entend le bitcoin, l'ether, on entend en fait ce qui est le plus proche possible d'une valeur, d'une monnaie comme l'euro ou le dollar. Ça, ce gros tableau tout moche là, c'est la seule slide compliquée. C'est la seule, franchement, on a fait un effort, tu vois. En fait, on peut se rendre compte que c'est 5 spectres de comment on voit un token. Donc tout là-bas, c'est celui qui va intéresser l'avocat que vous devez recruter pour votre projet, donc le légal. Et ensuite, les deux premières, c'est celles qui vont nous intéresser le plus, c'est sur quel layer technique elle se base et c'est quoi son but. Le layer technique, ça va être si c'est le blockchain native token, ça veut dire est-ce que c'est le token primordial dont je vous parlais tout à l'heure. Sur la blockchain Bitcoin, c'est le Bitcoin. Sur la blockchain Ethereum, c'est l'Ethereum, etc., etc. Et en fait, après, on va avoir les non-native protocol tokens. Donc en fait, c'est ceux qu'on va dériver depuis, qui vont du coup avoir une incidence qui vont être dérivés du coup du Bitcoin. Sur le Bitcoin et l'Ethereum sur l'Ether. Voilà, je vous perds ça. Et ensuite, les DApp tokens, ça va être par exemple des tokens qui vont être juste propres à votre application. Le D, ça veut dire Decentralized, du coup Decentralized App Token. Et je vous fais pas la suite des colonnes parce que sinon c'est un peu long, mais globalement, il faut vous poser la question quand vous dites « Ah, je suis sûr que j'ai besoin d'un token ». Ok, pourquoi? Et se poser la question sur chaque colonne,
Ok, bah, il situe où mon token? Et ça va vous permettre de voir ensuite si bah, ce token il existe déjà. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de tokens différents sur toutes les blockchains. Donc il y a peut-être déjà quelqu'un qui a eu la même idée que vous, aussi génial soit-elle. Ok, du coup là tu parles de token, et tu sais quand on expliquait la terminologie, tu parlais de blockchain. Donc en gros, je sais que je dois choisir un token. Qu'est-ce qui me permet de choisir en fait la bonne blockchain? Mais en fait, ça va être de la réflexion et ça va être de la recherche. C'est comme quand vous cherchez des technos pour vos frameworks, quand vous cherchez des librairies pour des features. Il va falloir réfléchir à déjà qui est derrière cette blockchain. Il y a des fonds d'investissement, il y a des personnalités, il y a des gens qui écrivent des gros papiers qui s'appellent des white papers et qui vont vous dire en fait pourquoi on a créé cette blockchain, comment la sécuriser, c'est quoi son but, etc., etc. Du coup, il va falloir trouver une corrélation entre tes besoins, ce que tu as envie de faire, ta vision et la vision, les features et l'utilité des blockchains. J'ai oublié un truc que j'ai noté qui était vraiment important. Voilà. En fait, je vais t'expliquer un tout petit truc. C'est le trilemme des blockchains. Okay. Le trilemme des blockchains, ça va vous faire penser, si vous avez fait un peu de théorie sur les bases de données, sur le théorème CAP en base de données, en main levée, ça parle à qui? Super. Et du coup, le trilemme des blockchains, c'est une blockchain, elle peut pas être décentralisée, sécurisée et scalable en même temps. Ok? Et du coup, les blockchains, elles respectent forcément deux de ces trucs. Généralement, elles vont respecter les deux trucs les plus importants, à savoir décentraliser et sécuriser. À votre avis, la blockchain Bitcoin, combien elle gère de transactions à la seconde en puissance de 10? Un seul? D'autres guesses? C'est une très bonne réponse. En fait, la blockchain Bitcoin aujourd'hui, elle gère 7 transactions à la seconde. Voilà. Et pourtant, il y a des gens qui font des paiements en Bitcoin. Il y a plein de sites qui acceptent les paiements en Bitcoin. Alors comment ça se fait? C'est ce qu'on appelle les blockchains de niveau 2, c'est-à-dire celles qui sont créées, craftées, par-dessus la blockchain de niveau 1. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler du réseau Lightning ici? Super. Et du coup, le réseau Lightning, en fait, c'est une blockchain de niveau 2 qui a été créée au-dessus de la blockchain Bitcoin et qui du coup règle le troisième point du trilemme des blockchains, qui est la rapidité. C'est-à-dire qu'elle n'en a rien à foutre de la sécurité, rien à foutre de la décentralisation. C'est la seule chose qu'elle fait, c'est être rapide, être scalable. C'est-à-dire qu'elle va parler avec la blockchain Bitcoin, elle va lui juste lui envoyer, là en fait j'ai 10 000 transactions, et je vais t'envoyer ces 10 000 transactions en une transaction. Et du coup, c'est ça qui fait ce truc-là. Donc du coup, quand vous choisissez votre blockchain, vous devez savoir quel usage vous allez en faire. Okay. Et du coup, ça va vous permettre de déterminer quel niveau vous allez en avoir besoin. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de rapidité, vous allez vous dire, je peux prendre une blockchain de niveau 1 qui ne règle pas le trilemme parce que j'ai pas besoin que mes transactions elles passent tout de suite. Par contre, si vous avez besoin de plus, il va falloir choisir. Voilà. Ok, donc dernier point, donc, on a vu la blockchain, on a vu nos tokens. Qu'en est-il du tooling? Est-ce que je peux connaître dans mon Vim en fait directement ou est-ce que faut que je passe par autre chose? En fait, chaque blockchain, elle va avoir un écosystème, donc elle va avoir des éléments qui vont graviter autour. On parle souvent de testnet et de mainnet, c'est-à-dire que le mainnet c'est la prod et le testnet c'est le test. Félicitations. Et du coup, déjà l'existence d'un testnet c'est primordial si vous voulez développer un projet sur une blockchain. Logique. Vous allez avoir des scanners en ligne qui vous permettent de, par exemple, scanner, rentrer un ID de transaction, rentrer une adresse publique de wallet, et du coup avoir le listing de tout ce qui s'est passé. Et ça va vous permettre du coup de débugger ces choses-là. Et du coup, ce que tu disais tout à l'heure, si je reprends, ça, tu disais, quand j'ai écrit quelque chose sur la blockchain, c'est immutable, donc je peux pas le changer. Donc admettons que ça arrive en prod, et alors que un de mes devs ou moi-même, je pense une mauvaise ligne de code, je la fous en prod, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas revert? Non. Ok, du coup je suis obligé en fait de... T'es obligé de prévenir tout le monde que t'as fait une connerie et de redéployer un truc avec une nouvelle adresse, avec le nouveau code qui marche bien ce coup-ci j'espère, et qui a été audité ce coup-ci, et pour être sûr que ça marche bien. Okay. Mais c'est déjà arrivé plein de fois qu'il y a des grosses boîtes qui ont dit on a fait tel truc, vous pouvez checker telle adresse, puis 2 heures plus tard ils font... Alors bonjour, il ne faut plus utiliser cette adresse s'il vous plaît, ce serait vachement sympa. Voilà. D'où tout l'environnement de test. D'où tout tester. En plus ça permet d'éviter d'avoir à sortir la carte bleue, on sait qu'on peut avoir la quantité. C'est parfait, ouais, parce que du coup sur les testnets forcément vous allez avoir des faux sets qui vont vous permettre de récupérer des cryptos ou tokens différents directement sur vos wallets de test, et ça c'est plutôt agréable. Voilà. Bon, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui monte le Mont Blanc, on entend régulièrement qu'il y a des morts.
Ouais. Du coup, je me doute que là, dans mon ascension, c'est pareil en fait. Potentiellement, il y a des dangers. Il risque d'y avoir des morts, il risque d'y avoir des lions. Peut-être les lions, Il risque d'y avoir des choses. C'est quoi les dangers? En fait, les dangers, t'en as plusieurs. Le premier, c'est le manque de visibilité sur l'écosystème. En fait, c'est un écosystème qui est en pleine expansion. On a fait tous, ici dans cette salle, beaucoup de blagues sur le fait que les frameworks front en JavaScript, ça avance très vite. D'accord? C'est bien pire dans le monde de la crypto-monnaie. D'accord? Il y a une fonctionnalité qui est genre aujourd'hui est correcte, demain peut être dépréciée, après-demain peut être supprimée. C'est pas des blagues. On s'est retrouvé avec une application en prod. Ils nous ont changé les trucs sur le testnet, sur le mainnet de notre truc. On n'a pas été prévenu. On a dû faire des tests à l'arrache. Et à la fin, il y a un mec sur Discord qui nous a dit bah oui, on l'a écrit là. Il y a 2 jours. Mais c'est pas sur un changelog. Hein. C'est-à-dire que c'est pas sur un changelog classique. Tu sais, comme quand tu poules une dépendance en fait pour voir en fait s'il n'y a pas des break-in change ou pas. Là, c'était directement sur le Discord. Et bah en fait, c'est ça. Le truc c'est qu'on s'est rendu compte du coup sur ces projets-là, c'est il y a une grosse différence de comment on va chercher de l'information sur des projets Web3 que ce qu'on faisait sur des projets Web2. Comme c'est un écosystème qui va beaucoup plus vite, du coup c'est des systèmes beaucoup plus chauds en termes d'information qui vont être nécessaires. Medium c'est toujours bien parce qu'il y a quand même des sujets de fond qui sont encore là. Hein, quand on veut savoir ce que c'est une blockchain, quand on veut savoir ce que c'est une crypto, il y a des articles qui l'expliqueront bien mieux que moi, même si je l'ai très bien expliqué, hein, qu'on soit d'accord. Mais du coup c'est hyper important, les bases sont stables sur Medium. Discord ça va être les informations assez chaude, comme je vous l'ai expliqué, où on va avoir du coup des release notes. Des release notes des fois, mais aussi du coup des patchs, des informations sur quand est-ce que telle mise à jour va sortir, etc. Et il n'y a que à ces endroits-là qu'on les a trouvés pour notre projet. Donc du coup, c'est fini les jeux vidéo sur Discord, il est temps de regarder l'information maintenant, désolé. Et Twitter pour tout ce qui va être avis, take sur les écosystèmes, c'est encore là que les discussions se passent le plus pour le moment. Donc du coup, assez important de garder Twitter là-dedans. Et c'est très bien que tu parles de Twitter, parce que du coup, ma mamie en fait, elle m'a offert du Dogecoin. Parce qu'en fait, elle a lu quelqu'un sur Twitter qui a dit achète-en, c'est bien. Ouais. C'est le problème de l'écosystème Web3, hein. C'est les perturbations, comme quand on monte les meilleurs grimpeurs qui montent le Mont Blanc te le diront, toutes les préparations physiques possibles ne contrebalancent pas une tempête de neige. Et du coup, c'est un écosystème dans lequel, quoi qu'il arrive, ce que je vous expliquais, c'est que n'importe quel token que vous allez faire, il va être dérivé de la monnaie principale de la blockchain. Donc n'importe quelle personne n'importe quel scandale, il y a un petit bout de FTX qui doit traîner quelque part, n'importe quel scandale qui va entacher la stabilité financière de la blockchain de base, ou même la sécurité, ou même les enjeux, ou même les volontés qu'il y a derrière, et ça peut impacter votre projet, que vous le vouliez ou non. N'importe quel tweet d'Elon sur une crypto va impacter votre projet, que vous le vouliez ou non. Et en fait, ça, faut en être conscient. On ne peut pas y arriver fleur au fusil dans le monde de la crypto et se dire tout va bien se passer. Voilà. Ok. Petite conclusion. Petite conclusion, c'était très cool de parler de ça avec vous. Voilà. C'est très dynamique, ça fait plaisir. Peut-être qu'il y a des ressources qu'on peut donner pour ceux qui veulent vraiment en fait un peu se lancer. Parce que voilà, comme disait Julien, il y a beaucoup de ressources. Donc là, en fait, on a essayé de les scinder en 4. Whiteboard Crypto, ils ont une super chaîne YouTube. C'est très visuel, donc ça peut permettre en fait d'aller assez vite. Gemini.com, c'est un peu plus technique et théorique. Mais du coup ça permet de prendre un petit peu en conscience qu'est-ce qui se passe fondamentalement dans ces environnements là. CoinMarketCap, j'ai toujours du mal à le dire ce que je dis à chaque fois. Tu veux dire CMC plutôt. Et voilà, ça permet de voir un peu les indices, de retrouver rapidement en fait des white papers. C'est plutôt pas mal. Et même de checker un peu quelle crypto est sur quel réseau, quelle crypto est dérivée de quoi, sur quel marché on peut acheter ces cryptos et ces tokens. Et le dernier, c'est un produit de Matters, quand même, qu'on parle un petit peu de nous à un moment. Cryptview, c'est un produit qui est sorti de chez nous il n'y a pas si longtemps que ça, et en fait qui permet d'avoir des avis utilisateurs sur les tokens et sur les blockchains. Et en gros, l'idée, c'est de référencer les cryptos en fonction de leur niveau de stabilité et de sécurité. Ça permet d'éviter de tomber dans des pièges, des trous, des trucs pas bien. Le Dogecoin. Dogecoin par exemple, mais ok. Et du coup, voilà, si jamais vous voulez y faire un tour, ça nous fera toujours plaisir. Voilà, je pense que
si vous avez des questions. Ah bah oui, première question du coup, de ce matin. Est-ce que la blockchain est si terrible que ça? Est-ce que c'est horrible? Dis-moi. En fait, c'est une question qui est assez dure à répondre dans l'idée parce que aujourd'hui, quand on parlait de blockchain, on a sauté une grosse partie qui est la différence entre proof of work et proof of stake. C'est deux concepts algorithmiques assez intéressants l'un comme l'autre, mais dans l'idée, pour le proof of work, il faut une force de travail brute pour déterminer qui va être le prochain à écrire un bloc dans la blockchain. Dans le proof of stake, ça va être ceux qui possèdent le plus, c'est un tirage au sort, et du coup, qui est pondéré par ceux qui possèdent le plus de crypto de cette blockchain. Ce qui fait que le Ethereum, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de The Merge ou quelque chose comme ça, qui globalement, Ethereum est passé en proof of stake, et du coup, Ethereum, aujourd'hui, ça consomme beaucoup moins que ce que c'était avant. Bitcoin est toujours en proof of work, mais du coup, le The Merge, qui a eu lieu sur Ethereum, ça fait poser beaucoup de questions aux gens de chez Bitcoin, de se dire, en fait, c'est possible, les mecs, ils ont réussi, il n'y a pas eu un bug, il n'y a pas eu une perte. Bon, bah, il va falloir qu'on s'y mette. Et du coup, il y a plein d'autres projets comme ça. Donc, l'écosystème n'est pas parfait. Je ne suis pas en train de vous dire, c'est pas horrible. Je suis en train de vous dire, il y a des trucs horribles et des trucs qui ne le sont pas. Un petit peu de nuance, ça fait toujours pas de mal. Et du coup, voilà, ça répond à ta question de ce que la blockchain C'est pas sûr. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Tu veux que je cours pour amener le micro? J'adorerais devoir courir pour amener le micro, sache-le. Mais tu lances le micro. Tu lances le micro. Allô, allô. Salut. Du coup, est-ce que vous avez un exemple d'application justement qui a été fait avec la blockchain, mais un exemple un peu concret? Qu'est-ce qu'on stockerait par exemple Ouais, en fait, il y a une blockchain dont je n'ai plus le nom, qui je vais te retrouver après, et je te donnerai le nom de cette blockchain. En gros, ils font énormément de travaux sur la traçabilité alimentaire. Aujourd'hui, c'est un gros enjeu. On se rappelle du scandale Lustucru, il n'y a pas si longtemps que ça, avec des chevaux, c'est ça? Non, c'était ça, c'est des lasagnes avec des chevaux. Aujourd'hui, en gros, il y a des problèmes d'enjeux de traçabilité, t'as un tel aliment, il part de où, il va où, est-ce que la chaîne de froid a été respectée à tous les endroits? Mais par exemple, la blockchain, c'est un vrai cas d'usage de comment on fait en sorte que tout le monde ait l'information, qu'elle soit falsifiée nulle part, et du coup d'avoir par exemple cette traçabilité des aliments. Ça, c'est un exemple connu de bonne application de la blockchain. Ça répond à ta question? Ouais. Et du coup, à partir du moment où on met en place ça veut dire qu'il faut que chacun des acteurs qui entrent en jeu, ils utilisent la blockchain pour que ça fonctionne, pour pouvoir décentraliser le... C'est ça. Mais après, comme on a expliqué tout à l'heure, tu vois, genre il y a la blockchain et comment on la met en œuvre dans des apps. Et du coup, on n'est pas obligé de rendre tous nos acteurs, donc quand je pense par exemple aux utilisateurs par exemple ou aux entreprises, on peut leur faciliter les choses pour eux, faire en sorte que ce soit pas un truc Web3 du coup directement pour eux, quoi. Et ça va sur la question d'après. Comment on fait pour lancer le truc? Parce qu'au départ, forcément, il faut quelque chose qui certifie les transactions et qui... à partir du moment où on est décentralisé, au début, ça commence à 1. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, en fait, ça veut dire que tu vas... Ça, c'est le point de vue où tu crées ta blockchain, quoi. Ouais. Et en fait, il faut de l'infra et il faut créer une multitude de nœuds que tu distribues et qui permettent aux gens, du coup, d'avoir... et tu permettes aux gens, surtout, de créer des nœuds sur ta blockchain afin que, du coup, tu aies plusieurs instances validatrices. Ok, d'accord. D'accord, ça répond à la question. Et du coup, si on utilise une blockchain qui existe déjà... qui sont souvent faits pour de la monétique ou des choses comme ça, on va se retrouver à mettre des transactions dedans qui n'ont aucun rapport au final. Ouais. Et mais c'est pas grave. D'accord. En fait, les informations, elles vont être dans les métadatas de ta transaction. En fait, tu vas faire des transactions vides en termes de crypto-monnaie qui vont avoir un coût quand même parce que ça va être les coûts de fonctionnement de la blockchain. Oui. Mais en fait, dans les métadatas que tu vas mettre de ta transaction, tu vas avoir les informations que tu cherches à authentifier. D'accord, ok. Ça répond à ma question. Merci. Parfait. Trop cool. Bonsoir, merci pour la présentation très intéressante. De rien. Moi, j'avais pas forcément une question, mais plus une remarque. En fait, le sens de la blockchain, et effectivement, vous l'avez dit, c'est la décentralisation. Et la problématique qui se pose sur cette blockchain, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs de la centralisation, notamment les cloud providers, pour ne pas les citer, essaient de recentraliser les nœuds. Et donc, par exemple, si on prend la blockchain Ethereum, qui est passée en proof of stake, plus de 70% des nœuds de cette blockchain appartiennent à AWS et à d'autres cloud providers.
ce qui rend finalement cette blockchain potentiellement non trustable, non sécurisée. Quel est votre avis sur cette question, ou du moins, pensez-vous que réellement le modèle de la décentralisation à 100%, qui pourrait peut-être demain s'appliquer à des enjeux de cloud provider, on pourrait imaginer demain des clouds souverains décentralisés, pourrait voir le jour avec un écosystème aussi politique, entre guillemets, que maintenant? C'est une très bonne question. Moi, mon guess sur cette question-là, ce serait de la réglementation, a priori. On empêche les gens d'avoir des monopoles, généralement. On peut envisager des réglementations qui empêchent des grands groupes, comme des cloud providers par exemple, d'avoir du coup une quantité de nœuds suffisamment grande pour pouvoir réécrire s'ils ont envie les transactions, pouvoir du coup rendre trustable du coup les process. Ça répond à ta question? Oui. La loi doit faire partie de façon de cette industrie, de cette nouvelle industrie de la blockchain et des cryptos. Et surtout des cryptos plus que de la blockchain, parce que finalement les cryptos c'est un usage de la blockchain. Et je pense qu'il y a un vrai sujet, mais ça peut être une discussion plus large, hein, autour de la blockchain d'entreprise, et notamment des applications décentralisées en entreprise, plutôt que de faire de la crypto-monnaie. En tout cas, merci pour la session. Pas de souci. J'ai perdu des points de vision à force de regarder les spots. Oui, alors j'avais une question. Aujourd'hui, si je devais créer une blockchain, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme langage? Est-ce que vous me suggériez comme plateforme, technologie, langage? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de VM. On n'a pas parlé de VM. On n'a pas parlé de VM. En fait, c'est un bout qu'on a cut de la présentation parce que sinon on mettait trop long. En gros, il y a un truc qui s'appelle EVM, ça s'appelle Ethereum Virtual Machine. C'est comme la JVM, sauf que c'est pour l'Ethereum. Voilà. Et vu qu'il y a des développeurs Java ici. Globalement, c'est ce qui tourne sur les nœuds de la blockchain Ethereum. En gros, c'est l'équivalent de ce qui tourne sur les nœuds Ethereum. Ça permet globalement de crafter des blockchains en local, par exemple, si on a envie de tester des trucs, etc. Le langage en question, ça dépend de chaque blockchain. Chaque blockchain a un peu les langages qu'elle veut mettre en place. Celui que tu trouveras le plus facilement, c'est Solidity. En fait, il y a pas mal de tutos là-dessus. Donc ce sera peut-être le plus simple un peu d'utilisation. Ouais, c'est celui que je connaissais, effectivement. Ouais. Sur Cardano, c'est Haskell, si je dis pas de bêtises. Voilà, Haskell, Solidity. Mais globalement, chaque blockchain a ses spécificités et les langages, c'est à peu près tous des dérivés du C. Donc du coup, c'est pas la mer à boire, généralement. D'accord, merci. Merci. Merci pour la présentation. Je vais revenir sur les questions de souveraineté et je voudrais savoir si blockchain et une blockchain souveraine, c'est compatible en fait. Sachant, est-ce que, avec les problèmes politiques et tout ça, les GDPR, le NewSec Cloud, est-ce qu'on peut avoir une blockchain et est-ce qu'on souveraine et est-ce qu'on peut le trust en fait de cette blockchain, est-ce qu'il est conservé? En fait, c'est un peu la même question que est-ce qu'on trust aujourd'hui le fait de se connecter sur impôt.gouv.fr avec France Connect, et est-ce qu'on trust ces gens-là? Ça pose des vraies questions là-dessus. En fait, on peut imaginer plein de manières de mettre ça en place de manière souveraine, décentralisée et trustable. J'ai pas de réponse à apporter là tout de suite maintenant à cette question. Je suis désolé, mais c'est un bel enjeu de demain, j'imagine. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a encore des dernières questions? Est-ce que c'est l'heure de l'apéro? C'est l'heure du TGV. Merci.